Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Dialogue littéraire sur TBO. Cette année encore, nous partirons à la rencontre de différents auteurs, scénaristes, illustrateurs, qui nous parleront de leurs œuvres, de leur actualité ou encore de leurs coups de cœur littéraires. Et en ce début d'automne, c'est avec l'auteur Antoinette Dillasserre et le réalisateur et écrivain Martin Provost que nous avons rendez-vous. Mais tout de suite, si je vous dis Mon amour, ma vie, Dans l'or du temps, Seule Venise, prix des lectrices de Elle en 2009 et prix des lecteurs du Télégramme la même année, vous pensez à qui? À Claudie Gallet, cette institutrice devenue écrivain dont le roman Les Déferlantes a connu un énorme succès l'an passé. De passage à Brest, elle est venue nous parler de son dernier livre, L'amour est une île. Claudie Gallet, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue, où vous venez aujourd'hui nous présenter votre livre, votre nouveau roman, L'amour est une île, publié aux éditions Actes Sud. Alors, le décor est assez différent de votre précédent roman, il se tient à Avignon. Pouvez-vous nous parler de ce décor et de l'année particulière dans laquelle il se tient? On est en 2003. L'année de la grande canicule, il fait très chaud à Avignon ce mois de juillet-là. Et c'est la grève des intermittents. Donc la ville c'est une ville close qui est enserrée dans ses murs. Et les comédiens, les spectateurs étaient violemment pris dans des querelles entre ceux qui voulaient jouer et ceux qui ne voulaient pas, entre la place de l'art dans la société. Donc tout tourne autour de ce sujet-là. Alors Marie, elle me touche beaucoup. J'ai eu beaucoup de tendresse d'écrire et de la suivre tout au long de ce roman. C'est une jeune fille, elle a 17, 18 ans. Elle a traversé toute la France pour entendre les mots de son frère, les mots que son frère avait écrits. Son frère était un dramaturge, il avait écrit une très belle pièce. Elle aimait énormément son frère, ils avaient une relation très fusionnelle l'un avec l'autre. Et son frère n'est plus là, son frère est mort. Elle n'arrive pas à se détacher de lui, donc elle a fait ce voyage pour voir jouer sa pièce et essayer de le retrouver, de faire son deuil, en tout cas de sauver sa mémoire au travers de ce spectacle-là. J'aime bien toucher les renoncements, aller dans ces failles-là. Et donc ça fait un contraste avec ce qui se passait à Avignon en 2003. Vous avez écrit Les Déferlantes, qui a connu un succès incommensurable. Aujourd'hui, votre livre s'apprête à être adapté au cinéma. Est-ce que vous arrivez à vous en détacher ou est-ce que vous aurez toujours ce regard et le mot à dire pour la réalisation de ce film, par exemple? J'arrive à m'en détacher et j'ajouterais que c'est une très bonne chose. Il faut se détacher pour pouvoir écrire d'autres livres. Ça, c'est essentiel. Ce film va être fait. C'est Éléonore Fauché qui est la réalisatrice. Elle est allée à La Hague. Ça sera filmé là-bas. Je lui fais entièrement confiance. Mais ça sera son œuvre à elle. C'est un autre support. C'est des images. Moi, je suis quelqu'un de mots, quelqu'un de papier, de crayon et de mots. Elle va montrer Les Déferlantes sur un autre support, donc ça sera son travail et je lui fais vraiment confiance. Vous évoquez également le rôle de l'art pour les hommes. Quelle place lui accordez-vous vous-même? Essentiel. Là, on est dans une librairie. Je vois Kandinsky, Freud, on passe de la musique à l'art plastique. Elle est essentielle. Je crois que des gens qui ne se parleraient pas dans la vie normale échangent autour d'un tableau, échangent autour d'un livre. C'est essentiel, il faut préserver. Et puis c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous amène vers autre chose. Moi, l'art m'a sauvée. Je me rappelle, j'ai peut-être pas le temps là de la raconter, mais la première fois que j'ai entendu Bach au lycée, c'était un professeur qui jouait ça dans sa salle de classe entre midi et 2 quand il n'y avait plus d'élèves dans le lycée. Et moi, je venais dans le couloir et je m'asseyais pour l'entendre. Et c'était absolument magnifique parce que je ne savais pas que ce qu'il jouait, c'était Bach. Bach, je ne savais même pas ce que c'était. Mais un jour, vous entendez ça et vous sentez qu'il y a là quelque chose qui est plus grand et peut-être même un peu plus important que le manger et le boire, même si le manger et le boire sont essentiels pour nous maintenir en vie. Mais en tout cas, c'est tout aussi important que le manger et le boire.
Si l'art est essentiel aux yeux de Claudie Gallet, il en va certainement de même pour Antoinette Dillasser, la femme du peintre François Dillasser, qui a écrit de nombreux textes sur la peinture, notamment sur celle de son mari, dans les ouvrages D et Journal Hortan. Antoinette Dillasser a également collaboré à l'édition des œuvres de Rabelais et écrit quelques récits comme Passages et Histoire de Louis. Elle nous accueille aujourd'hui chez elle pour nous présenter son dernier ouvrage, Maison, et vous allez comprendre toute l'importance qu'ont ces dernières dans son existence. Antoinette Dillasser, bonjour. Merci de nous accueillir au sein de votre maison, ces maisons qui ont tant d'importance pour vous. Vous venez de publier un recueil qui s'intitule « Les maisons », où vous montrez l'importance que celles-ci ont pour vous. L'écriture est-elle quelque chose qui en fait ressurgir des souvenirs, les souvenirs de ces maisons ? Oui, parce que depuis ma plus petite enfance, j'ai été hantée par l'idée d'avoir une maison. Il se trouve que ma maison natale, je n'y suis pas restée. J'appartenais à une famille de gens qui bougeaient beaucoup. Et j'ai rêvé au sens propre, pendant toute une partie de ma vie, des rêves récurrents qui étaient des rêves d'avoir des maisons, de quitter des maisons, d'être blessé quelquefois à propos de maisons qu'on m'arrachait. C'est un thème pour moi vraiment fondateur. Et tous les textes que j'ai réunis là sont autour de ça. J'ai toujours écrit, mais c'est devenu vital pour moi assez tard. Et le besoin d'écrire est venu à travers une histoire qui est tout simplement la mienne, celle des gens qui ont vécu avant moi, celle des gens qui ont vécu à côté de moi, et comme par hasard, dans les maisons qu'ils occupaient. Donc tout ça est venu en même temps. La maison, pour moi, est un corps mental, et le jardin est encore un demi-corps mental, et après c'est dehors. Il y a dedans et dehors. Et quand on est dedans, on est protégé. Quand on est dehors, on n'est plus à l'abri. Quand on s'est marié, on n'était pas très riche. On a donc presque assez vite, parce qu'on y tenait chacun, l'un comme l'autre, on a bâti un embryon de maison qui se trouve au milieu de ce qu'est cette maison-ci, avec l'aide d'un architecte qui est quelqu'un dont la personnalité m'a beaucoup frappée. Je lui dédie d'ailleurs en partie mon livre. Il nous a un petit peu appris comment habiter une maison, justement, comment circuler, comment les choses doivent s'établir d'une pièce vers l'autre. On avait surtout le souci d'avoir beaucoup de lumière dans ce pays-ci qui est où le climat change, comme on dit, 6 fois par jour, et on aime bien être sous le ciel. Je pense que c'est une de nos priorités à cette époque-là. Oui, c'est pas très spectaculaire parce qu'il y a désormais plus de rangement que d'espace. L'atelier, ça c'est Péton qui lui a fait. En fait, son dernier atelier de travail était à Brignogan. Et c'est un atelier beaucoup plus grand et qui est très beau, mais bon, il est déserté comme le reste. Là-dedans, il y avait des pigments et il en prenait. Et il prenait du liant acrylique et il touillait directement là-dessus. Ça lui servait de palette. Et comme l'acrylique sèche très vite, ça faisait des petits monticules à la fin. Je vous dis, c'est plein de poussière maintenant, mais les pigments, c'est une merveille de vivacité de couleurs. Regardez ces rouges là. Bien entendu, il y avait la place des tableaux. Ils sont sur les murs. Parce que pour nous, la peinture est quelque chose de tellement vital qu'elle n'a pas nécessairement un rôle décoratif. On aime vivre avec, les peintures sont sur nos murs, il y en a partout, mais ce n'était pas la priorité de loger des peintures. Place maintenant à notre dernier invité, Martin Provost, brestois d'origine, qui possède un CV bien rempli. Il a débuté sa carrière en tant que comédien, il a notamment été pensionnaire à la Comédie Française pendant 7 années, avant de se lancer dans l'écriture de pièces de théâtre et de les mettre en scène. Au début des années 90, Martin Provost s'est également lancé dans la réalisation de courts et longs métrages, comme Tortilla et Cinéma, Le ventre de Juliette, et en 2008, Séraphine, avec Yolande Moreau,
qui a obtenu pas moins de 7 Césars, dont celui du meilleur scénario original. Mais aujourd'hui, c'est en tant qu'auteur de romans que Martin Provost se présente à nous. Il a en effet écrit en 92 un premier livre, Aime-moi vite, suivi en 2007 d'un deuxième, Léger, humain, pardonnable. Et aujourd'hui, il nous présente sa dernière parution, Beefsteak. Martin Provost, bonjour. Vous allez nous parler de votre nouveau roman, Beefsteak, publié aux éditions Phébus. Alors, vous êtes réalisateur de films, vous êtes scénariste, vous écrivez également des pièces de théâtre, vous écrivez des romans, et puis là, un roman un peu plus court. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous intéresse dans ce mélange des genres? Est-ce que c'est un goût pour la contrainte, pour de nouveaux défis? Non, ni une contrainte, ni un défi. C'est un désir de liberté, je crois. Très jeune, j'ai commencé par le théâtre, par écrire des pièces. Et puis j'avais l'envie d'un roman. J'ai écrit un premier roman. Le cinéma, j'avais depuis très très jeune le désir de faire des films. Donc j'ai commencé en effet par en écrire pour d'autres. Et puis à un moment, j'ai fait mon premier film. Et puis voilà. Et puis il y a eu Séraphine, il y a eu tout ça. Et je suis un enfant du cinéma, je dirais. Je lisais très peu à mon adolescence. Mes parents étaient désespérés. Et en revanche, j'allais tout le temps au cinéma. C'était ça qui me passionnait. Je séchais les cours quand j'habitais encore à Brest pour aller au cinéma. Et je crois que mon écriture est une écriture liée à l'image. Je crois que quand on me lit, on a des images. Et ça, c'est profondément cinématographique, oui. Mes premiers écrits, quand je faisais des tentatives de romans, je me rends compte aujourd'hui que c'était quand même presque des scénarios. Alors Beefsteak, l'histoire en tout cas commence à Quimper. Pouvez-vous nous parler de ce personnage, André Plomeur, boucher? Que pouvez-vous nous en dire? André Plomeur, c'est un boucher, un jeune boucher, très jeune. Hein, il a 16 ans pendant la guerre de 14, 16-18 ans, et il se découvre un don pour faire chanter la chair. Et comme tous les hommes sont partis sur le front, il n'y a plus d'hommes dans Quimper, toutes les ménagères viennent faire la queue à la boucherie en espérant avoir ce fameux morceau qui s'appelle l'araignée. Et celle à qui échoue l'araignée a rendez-vous derrière la cathédrale, et on devine pourquoi. Il faut dire que André se retrouve du jour au lendemain père de 7 enfants, parce que les maris reviennent et certaines femmes sont tombées enceintes d'André, et elles viennent vite déposer les paniers avec les bébés sur le seuil de la boucherie. Et André va se retrouver avec 7 petits et poursuivi par un mari jaloux et très très méchant. Et il va décider en effet de quitter la boucherie et de partir en Amérique avec ses enfants. Il va affréter un bateau à Concarneau et prendre la mer. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le livre, j'ai mis du temps à l'écrire. Il est très court, hein, mais il m'a pris beaucoup de temps parce que j'en ai écrit une première version, tout le début, et puis ça venait comme ça. Puis je l'ai arrêté parce que j'ai fait mes films, que j'ai eu d'autres choses. Et puis c'est les éditions Phébus qui ont lu le début, qui m'ont dit « mais c'est très bien, il faut aller au bout de cette histoire ». En même temps, elle me paraît chargée de tout ce qui continue aujourd'hui et qui continuera après ma mort et la mort de nous tous, jusqu'à la fin de l'humanité. Je pense que les hommes ne changent pas, hein, fondamentalement, même si on a tous aujourd'hui des iPhones et des ordinateurs, on ne change pas au fond, on a toujours les mêmes besoins, les mêmes nécessités. Et c'était juste ça que je voulais montrer à travers quelque chose et une forme de clin d'œil sur notre époque. Et voilà, c'est fini. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et à bientôt sur TBO. Thank you.